c'était pas ça l'essentiel de mon propos normalement. Donc nous allons accueillir notre dernier intervenant de la matinée, Monsieur Paul Bernard Nourreau, donc qui est ici, qui est docteur en histoire de l'art contemporain, je suppose, hein, voilà. Vous êtes rattaché au Centre de recherche sur les arts et le langage à l'EHESS. Et vous êtes spécialiste de l'histoire de la peinture ou de la photographie. La photographie, en fait, je ne sais pas très bien, je suis désolée. Art contemporain en général, d'accord. Bon, bah écoutez, au moins c'est large et ouvert. Je vous laisse la parole peut-être tout de suite, hein, ça m'évitera et de dire des bêtises et de nous faire perdre trop de temps. Bien, merci. Merci beaucoup. J'espère que ça va comme ça. Oui, à peu près. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier évidemment Philippe Coupter pour son aimable invitation. Et puis, naturellement, comme tout le monde, Marianne Salomon pour la qualité de l'organisation. Je suis très heureux de présenter ce matin quelques-unes de mes recherches qui concernent, vous l'avez compris, les relations entre les artistes contemporains et les migrations contemporaines en Méditerranée, c'est-à-dire grosso modo sur la période 2000-2020. Même si on observe une accélération assez nette à partir des années 2010-2015, et donc l'essentiel des œuvres que je vais présenter ce matin correspondent plutôt à la période des 10 dernières années. Je vais présenter ces œuvres dans un instant, mais je voudrais essayer de définir le rapport qu'entretiennent la plupart de ces artistes avec les migrations en Méditerranée. Et c'est un rapport qui est fait, je crois, de deux éléments, une forme d'appréhension et une forme de volonté de représentation. Ce que je veux dire par là, c'est que ces artistes, comme la plupart d'entre nous, j'imagine, appréhendent de représenter les migrations en Méditerranée, c'est-à-dire qu'ils essayent de les comprendre, mais ne les comprennent sans doute pas complètement. Et puis, il se glisse quelque chose comme une légère peur dans cette volonté de les représenter, comme s'il y avait une volonté de représenter, mais qu'on n'y arrivait pas complètement. Cette appréhension, elle vient, me semble-t-il, de ce que dans la démarche artistique des artistes se glisse quelque chose de politique, avec lequel ils ne sont pas toujours complètement à l'aise. Et puis, il y a un autre aspect dans la notion de représentation, c'est comment on représente les migrants et comment on s'en fait ou pas les représentants. C'est-à-dire la notion de représentation à la fois au sens artistique et là aussi au sens politique. Si je me concentre sur le cas de la Méditerranée, mais je vais m'en écarter dès le début, mais je vais essayer de revenir à la Méditerranée autant que faire se peut, c'est parce que je crois que la particularité de la Méditerranée, ça rejoindrait assez bien ce que mon collègue disait auparavant, conforme une sorte d'unité culturelle, en tout cas symbolique, et alors même qu'elle est traversée par une multiculturalité et des références culturelles communes et partagées. On va voir qu'il y a donc des cadres collectifs de la culture qui jouent un peu à la manière des cadres collectifs de la mémoire, selon Maurice Halbach, et qui permet de montrer qu'il y a des référents partagés. Et ces référents partagés entre les artistes, ils sont peut-être de 3 ordres que je vais essayer de définir. Je suis un peu abstrait au début, un peu théorique aussi. Moi, ça ne me dérange pas, mais après, je vais être concret, rassurez-vous. Les représentations actuelles, elles favorisent donc les échanges entre 3 ordres, qui seraient l'imagerie, l'imaginaire et l'iconographie. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et je vais essayer d'être un peu plus précis. L'iconographie, c'est ce dont on s'occupe en tant qu'historien d'art normalement. Ça renverrait, si vous voulez, à tout un corpus d'images qui ressortissent au domaine propre de l'art et au domaine de l'histoire, justement. Ce serait un répertoire d'images rendues disponibles par l'histoire, et c'est le corpus le plus balisé parce que le mieux étudié en quelque sorte. L'imaginaire, à l'inverse, ou plutôt les imaginaires, ils sont traversés par cette iconographie. C'est-à-dire que dans nos imaginaires collectifs, on a des œuvres d'art, par exemple. On a des représentations artistiques, par exemple. L'imaginaire, c'est une notion, à mon sens, qui se caractérise par une forme de dynamisme. L'action de l'imaginaire, ce serait l'imagination dans laquelle on intègre des éléments de l'iconographie artistique. Il y a un troisième élément donc, qui se caractérise, lui, par une forme de fixité, ce serait l'imagerie. L'imagerie produit, ou plutôt reproduit, des images fixes, ce qu'on va parfois appeler des clichés, notamment dans le domaine du journalisme. Pour le dire encore autrement, l'iconographie artistique, elle fournit des archétypes, des prototypes,
l'imagerie fournirait des stéréotypes. Vous me dites quand c'est pas clair, ou bien on en reparle évidemment ensuite. Par rapport à l'imaginaire, l'imagerie serait fixe, et donc l'imagerie serait en quelque sorte sans imagination. Elle ne ferait que reconduire des images qui existent. Alors je le disais, cette tripartition, elle est sans doute un peu schématique et certainement trop abstraite, et on va essayer de l'adapter aux images que l'on va voir. J'en fournis donc un premier exemple ici. Alors il s'agit d'une photographie sur laquelle je suis tombé un peu par hasard. Quand on dit qu'on est tombé sur une photographie de Paris Match un peu par hasard, c'est qu'on était au pressing ou chez le coiffeur. Mais néanmoins, ça a attiré suffisamment mon attention parce que, évidemment, j'ai reconnu de quoi il s'agissait. Et puis la légende qui l'accompagnait, vous savez, peut-être pour les lecteurs de Paris Match, c'est dans les premières pages, les toutes premières pages avec l'ours ici. Et c'est la légende qui m'étonne un peu. C'est écrit « Canoë Connection, abandonné par les migrants qui ont rallié l'Angleterre, ces fragiles esquifs s'alignent au port comme une installation artistique contemporaine. » Alors je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire Canoë Connection, ça j'ai pas trop compris, si ça est censé nous renvoyer ou pas à la French Connection par exemple, avec l'idée d'une sorte de réseau mafieux derrière, qui là est de l'ordre du cliché journalistique, vous le comprenez, et donc ça en quelque sorte neutralise cette image et en fait une imagerie proprement dite en disant voilà c'est l'image des restes d'un réseau mafieux, une sorte de stéréotype visuel ici. Ce qui m'intéresse davantage, c'est quand le commentaire dit « ça ressemble à une installation artistique contemporaine ». Ça voudrait dire, là vous le comprenez, que le journaliste crée une imagerie, s'inspire d'une iconographie artistique qui vient contaminer l'image qu'il voit ici. Cette notion de contamination du regard, on va la retrouver dans un certain nombre de cas ici. Alors elle est double cette notion de contamination. D'une part, le phénomène des traversées illégales de migrants de la Manche sur des canaux pneumatiques, c'est un phénomène relativement récent, dont l'imagerie s'est d'abord formée en Méditerranée et continue en quelque sorte à être informée par nos images de la Méditerranée. Et puis depuis une dizaine d'années, cette imagerie a été reprise et elle a fait l'objet de la part de nombre d'artistes contemporains d'une réplique au sens d'une reprise critique. Il me semble en fait que l'auteur anonyme de la légende de la photographie de Paris Match songe plus ou moins consciemment à l'installation de l'artiste chinois Ai Weiwei sur le Palazzo Strozzi de Florence en 2016 ici. Cette installation montrait précisément des canaux pneumatiques et vous voyez qu'avec un effet là d'image suspendue comme on le voyait précédemment et tout à l'heure l'effet de plongée très accentué de la photographie de Paris Match renverrait à cet imaginaire-là. L'année suivante, à Prague, cette fois, Ai Weiwei avait réalisé une autre installation de grande envergure qui montrait cette fois un canot pneumatique, mais démesurément grand et chargé de figures identiques. Cette différence trahit à mes yeux la difficulté que j'évoquais au début de mon intervention et qui ne va pas nous quitter maintenant. Comment représenter les migrants et pas seulement les migrations ? N'exposer que les canaux revient à représenter, vous l'avez compris, par métonymie, et donc partiellement. Représenter les passagers de manière générique, comme c'est le cas ici, à une échelle monumentale, ça résout qu'en partie ce problème de point de vue partiel porté sur les migrants eux-mêmes. La biographie des migrants, les biographies de migrants que tentent de restituer un très grand nombre de témoignages, de reportages et d'ouvrages universitaires n'est pas rendue ici accessible. Il manque une sorte d'épaisseur biographique, d'autant plus qu'une telle représentation fixe les migrants au stade de la migration en général et de la traversée en particulier. C'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter un instant parce que c'est un vrai sujet qui m'a été reproché par des sociologues notamment qui travaillent sur les migrations, c'est-à-dire que la plupart des représentations artistiques ne montrent que des migrants au moment de la traversée et pas des émigrés, par exemple. Il y a une difficulté donc, qui concerne pas seulement les arts plastiques, mais tout le domaine des études migratoires récentes. Je m'explique. Dans les années 1990, le sociologue Abdelmalek Sayad regrettait qu'on réduise le migrant à cette dénomination. Il y a, disait-il, les migrants, celui qui émigre, l'immigrant, celui qui immigre, l'émigré, celui qui part, l'immigré, celui qui est arrivé. Le migrant, lui, il est dans l'entre-deux.
dans l'entre-deux du voyage, du passage. Et selon Abdelmalek Sayad, c'était une stratégie pour maintenir dans la précarité permanente les émigrés, de dire ben non, ce ne sont pas des immigrés, ce sont des migrants, ils sont là, ils sont venus, ils vont repartir. Et donc, il y a tout un problème en sociologie de considérer que ce sont justement des migrants, justement. Sauf que la situation actuelle, elle diffère de celle des années 1990, me semble-t-il, dans la mesure où les migrants sont de fait maintenus dans ce statut de migrants bien après qu'ils sont arrivés. Encore aujourd'hui, l'anthropologue Michel Agier, par exemple, considère qu'ils sont considérés vis-à-vis de la cité comme des métèques, au sens des cités antiques d'autrefois, et encore métèques était un statut juridique que les migrants n'ont pas dans nos cités. Vis-à-vis des campagnes, ils sont considérés comme des parias, et dans tous les cas, ce sont des errants dont les seuls lieux de fixation sont temporaires, c'est-à-dire les camps, qu'il s'agisse de camps institutionnalisés ou de camps de fortune. Pour revenir au champ des représentations plastiques, le fait que les migrants soient de plus en plus nombreux à faire l'expérience de la traversée de la Méditerranée par bateau, ce qui est un phénomène là aussi relativement, je dis bien relativement récent, mais qui n'était pas aussi massif à l'époque d'Abdelmalek Sayad par exemple, eh bien cette représentation du bateau justement, elle est favorisée je crois par le fait qu'elle rencontre des cadres culturels collectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous avons dans notre iconographie l'arche du déluge, la nef des fous, le radeau des naufragés, et donc il est plus facile, si vous voulez, pour nous de voir des migrants comme des naufragés qu'autrement. Mais ce qui frappe, ce que je n'ai pas encore commenté à propos de ces œuvres-là, c'est d'observer à quel point ces représentations des migrations dans l'art contemporain se font sur le mode de la présentation, au moins autant que sur celui de la représentation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une installation, puisque vous évoquiez les différents médias sur lesquels je travaille, une installation comme celle-ci n'est pas une représentation à strictement parler, c'est davantage une présentation. Autrement dit, le spectateur n'est pas face à une représentation, à quelque chose précisément de suspendu à un mur, mais intégré à un environnement qui est l'environnement de l'installation. Pour nous en tenir au motif du bateau, on peut qu'être frappé par le nombre de bateaux véritables que les artistes exposent. J'en donne quelques exemples qui montrent aussi, je crois, une évolution sur le sujet. Ce bateau de larmes, puisque c'est le titre, par Jean-Michel Othoniel, est un des exemples de réemploi d'un bateau de migrants, en l'occurrence de migrants cubains, un des exemples les plus précoces que je connaisse. Il se signale par l'ajout d'un décor en verre de Murano, qui altère, vous le comprenez, profondément la nature d'épave réelle du bateau, en lui adjoignant une structure qui est aussi, je crois, entre l'art et le luxe. Et puis c'est favorisé ici par le fait qu'il soit représenté par l'une des plus grandes galeries parisiennes, la galerie Emmanuel Perrotin, et qu'on se situe là au moment de la Foire internationale d'art contemporain. Et donc ça ajoute, si vous voulez, à cet aspect luxueux de cette épave pauvre ici. L'évolution, elle pourrait se caractériser de la manière suivante, quand l'artiste franco-algérien Del Abdessemed montre cette fois non pas un bateau de larmes, mais un bateau d'espoir, Hope en anglais ici. Il réemploie lui aussi un bateau de migrants cubains au début des années 2010, mais il n'y ajoute pas un décor qui embellit cette épave, tout au contraire, il met des sacs poubelles dont l'accumulation tend à enlaidir, au contraire, et à alourdir, au lieu de l'alléger, comme avec le verre de Murano tout à l'heure, l'épave que Abdessemed réemploie. Certains détails, comme celui-ci, par exemple, montrent qu'il tend néanmoins à réintroduire, comme en contrebande, une forme d'épaisseur biographique qui est absente des précédentes propositions artistiques. Ce détail-là, il crée une particularisation, et le paradoxe, c'est qu'en particularisant ici avec cette petite montre accrochée au bateau, il étend à une forme d'universalisation simultanément. Alors rien dans ces deux épaves ne fait directement référence à l'espace méditerranéen, au contraire, parce que ce sont des bateaux cubains, mais il faudrait aussi prendre en compte, là je fais juste une incise, que c'est vers cet espace que la réception de ces œuvres, au moins en Europe, tend, c'est-à-dire que même avant de savoir qu'il s'agit de bateaux cubains, le fait que ces œuvres soient exposées en Europe nous fait penser presque instinctivement à la Méditerranée.
Là où, évidemment, leur exposition aux États-Unis, par exemple, les délocaliserait complètement et ferait immédiatement penser à Cuba ici. Ce tropisme méditerranéen est en revanche clairement énoncé par Christophe Burel avec son installation intitulée Barca Nostra Project, déposée sur l'indéqué de l'ancien arsenal de Venise lors de la Biennale de 2019. Alors c'est une installation qui a posé beaucoup de problèmes, dont j'ai personnellement essayé de me dépatouiller dans un article récent pour une revue, et en essayant de prendre en quelque sorte, pas vraiment la défense, mais de prendre en compte ce qu'était le projet de Christophe Burel, puisque c'était une installation qui a été, en 2019, attaquée de toutes parts, aussi bien, vous vous en doutez, par les représentants vénitiens de la Ligue du Nord, qui y voyaient une politisation de l'art, comme s'ils découvraient que l'art se politisait, et aussi bien à gauche, voire à l'extrême gauche, en considérant que c'était une esthétisation de la mort de masse des migrants en l'occurrence. Alors j'ai essayé de prendre en compte un aspect qui me semblait essentiel, c'est que Christophe Burel, donc, est un artiste suisse, qui est représenté par sans doute la galerie la plus puissante au monde après Gauguin, qui s'appelle Hauser & Wirth, a réussi à faire venir cette épave de Sicile, où l'épave était conservée. Et ça a, vous vous en doutez, demandé des moyens assez colossaux qui se chiffrent en millions d'euros pour faire venir l'épave de Sicile à Venise par barge. Et puis au moment où la Biennale s'est terminée, après 3 mois d'exposition, eh bien, évidemment, l'association sicilienne a contacté l'artiste pour récupérer l'épave. Et l'artiste ne s'est plus manifesté. Alors je précise qu'il n'a jamais donné une seule interview de sa vie. Il ne s'exprime jamais. Alors l'association s'est tournée vers la Biennale de Venise, qui a dit qu'elle n'avait rien à voir avec cette installation. Vers Hauser & Wirth, la galerie, qui a dit que ce n'était pas un projet que l'artiste avait fait en collaboration avec la galerie. Et vers la municipalité de Venise, qui a dit qu'on lui avait imposé cette épave et qu'elle ne demande qu'une chose, c'est l'ôter du décor. Vous comprenez que dans cet abandon-là, il y a quelque chose qui redonde étrangement avec l'abandon des migrants. Le coût simplement de l'aller correspondait à peu près à un mois d'opération de sauvetage en mer par la marine italienne au moment de l'opération Mare Nostrum en 2014. Autrement dit, un artiste du premier monde peut mobiliser des millions d'euros sans grande difficulté, là où un État de l'Union européenne va se voir contraint d'arrêter ses opérations en mer par défaut budgétaire ici. On peut ramener une épave, mais on ne peut pas ramener les naufragés. On peut rapporter cette épave-là, mais pas ramener ceux qui sont morts sur cette épave-là. Bien sûr, Barca Nostra renvoie évidemment à cette mer nôtre des Latins que les autorités italiennes avaient utilisées pour baptiser leur opération de sauvetage. La particularité de cette épave, vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas en Italie on en a beaucoup entendu parler, c'est que quand elle était exposée ici, il n'y avait pas de cartel, il n'y avait pas d'explication. Les gens se prenaient en selfie devant en se disant bon, bah, c'est une épave ici. Et à mon sens, Christophe Burel essaye de montrer avec l'absence de cartel que cette ignorance-là est une ignorance coupable, que les gens devraient savoir ce qu'est cette barque-là, ce qu'est ce bateau-là. Ce bateau a sombré au large de la Libye, à 100 km de la Libye, quelques semaines après l'arrêt de Mare Nostrum, décidé par l'Union européenne. À son bord, il y avait environ 850 personnes, dont 27 ont survécu. C'est sans doute un des plus grands naufrages survenus en Méditerranée. Et devant l'émotion que cela a suscité en Italie, le président du Conseil de l'époque, Matteo Renzi, donne l'ordre de faire renflouer l'épave, de remonter l'épave et les corps qui sont prisonniers dedans, parce qu'il y a, enfin, c'est assez inimaginable, mais il y a 800 corps qui sont prisonniers de cette chose-là. C'est un ancien chalutier égyptien qui est sans nom, et ça a été surnommé le gros bateau par les médecins légistes, le barcone, et c'est comme ça qu'il est connu en Italie. Il a fallu des millions d'euros pour remonter à la surface, là aussi, ce barcone. Et ça a pris presque 1 an parce qu'il était pris dans une sorte de nasse particulièrement profonde. Matteo Renzi a ordonné le renflouage et a ordonné au Labanov, c'est-à-dire au département, donc ça c'est l'opération de renflouage par la marine italienne. Le Labanov, c'est un département universitaire de médecine légale à Milan,
qui est dirigé par Cristina Cataneo, et qui est le premier institut médico-légal à prendre en charge l'identification des migrants péris en mer en particulier. Et ils ont travaillé pendant 6 mois à extraire tous les éléments, parce que la particularité, c'était que le fait que les corps avaient été prisonniers dans les cales les avait conservés. Et donc avaient conservé tous les objets personnels qui permettent, dans les circonstances dramatiques, bien de l'identification des corps. L'enjeu pour Matteo Renzi, c'était d'envoyer cette épave à Bruxelles, devant le Parlement européen, pour, en quelque sorte, confronter nos institutions à ce que provoquait l'arrêt de Mare Nostrum. Et vous comprenez qu'il y a là quelque chose de particulier, c'est-à-dire que Matteo Renzi a fini par renoncer à cet envoi-là, et en quelque sorte, l'artiste reprend le politique là où il s'arrête. Il y a une reprise, disons, sociale de ce que l'État ne mène pas jusqu'au bout ici. Cette reprise me semble assez représentative, et je ne saurais pas dire dans quelle mesure le Barca Nostra Project a fait l'objet, a permis justement de créer une sorte d'interpellation, non seulement de l'opinion, non seulement des politiques, mais également des autres artistes qui ont peut-être aussi été interpellés par cette immense épave déposée, et immense et banale épave déposée ici. C'est un autre artiste que Christophe Burrell qui a décidé, lui, l'année suivante, d'agir à son tour à l'endroit même donc, où les États européens ont failli et se sont même évertués, depuis l'abandon de Mare Nostrum, non seulement de négliger leurs devoirs, d'ignorer les lois de la mer, mais de faire obstruction aux initiatives privées visant à les pallier. Cet autre artiste, c'est le Britannique Banksy, qui n'est connu, vous le savez peut-être, que par ce pseudonyme, un street artiste donc, qui a acheté une ancienne vedette des douanes françaises pour sauver les migrants en Méditerranée. C'est le Louise Michel, qui a néanmoins, vous le voyez, été bloqué administrativement très rapidement, avant de pouvoir reprendre la mer seulement en janvier dernier, et il est en mer en ce moment même. À ce sujet, on m'a évoqué il y a très récemment à Marseille le projet qui me semble assez génial, mais je n'ai pas plus de précision là-dessus, d'un artiste marseillais qui est en train de dessiner un immense bateau de sauvetage de migrants en Méditerranée. Et il a découvert qu'en fait, pour éviter la saisie administrative ici, eh bien, qu'il y avait peut-être une faille juridique dans notre droit qui consistait à considérer que le bateau était avant tout une œuvre d'art et qu'on ne peut pas saisir les œuvres d'art dans les eaux internationales. Donc ça peut être pas mal comme projet ici et qui serait à suivre. Vous le comprenez, Banksy ici fait exactement l'opposé, en même temps la continuité de ce qu'a fait Christophe Burrell avec le Barca Nostra Project, c'est-à-dire lui d'aller acheter un bateau qui vise à sauver les migrants ici. Quelques années auparavant, il s'était fait remarquer à Calais en particulier, avec 3 pochoirs qu'il avait réalisés, comme d'habitude, clandestinement. L'un d'eux reproduisait le célèbre tableau de Théodore Géricault, le radeau de la Méduse, à une différence près, donc c'est une reproduction très fidèle du radeau. À une différence près, c'est qu'au lieu d'avoir la petite voile au fin fond de la grande toile vers laquelle les naufragés font signe, il y a un yacht avec un hélicoptère dessus et qui actualise d'emblée la réalité. Puis on imagine assez bien que ce yacht est en train de s'enfuir, qu'il a bien repéré le radeau de la Méduse, mais que cette fois, il s'enfuit. Et à ce sujet, on pourrait quand même assez facilement imaginer que tous ces yachts qui ont été confisqués récemment à des milliardaires russes pourraient être réaffectés à d'autres besoins en attendant, comme par exemple le sauvetage des migrants en Méditerranée. Ce détail-là, alors je parlais en introduction de contamination du regard, c'est un fait assez frappant que le radeau de la Méduse, donc vous voyez ici la reproduction de l'original du musée du Louvre, ce radeau de la Méduse occupe désormais une place centrale dans les références aux migrants en Méditerranée aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, le naufrage en 1816 de la frégate La Méduse s'est déroulé au large des côtes du Sénégal, donc ça n'a pas à voir avec les Méditerranées directement. Mais si le radeau a, obtenu désormais une place iconique, au sens de l'iconographie que j'indiquais tout à l'heure, donc dans un répertoire des œuvres de l'histoire de l'art, c'est que ce radeau le rend extraordinairement propice à des reprises
imaginaires du type de celle de Banksy, du type de celle de l'artiste franco-algérien avant Banksy en 2009, Kader Attia, ici, qui avait repris le radeau en lui adjoignant un double titre avec une double référence. Le premier mot, Araga, renvoie en Algérie à ceux qui brûlent leurs papiers pour brûler les frontières, donc ceux qui sont des partants, qui sont des émigrants précisément illégaux ici. Et puis le sous-titre renvoie au dernier livre publié par Frantz Fanon, ce psychiatre martiniquais qui avait pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, et Les damnés de la terre, paru en 1961. Mais c'est en s'approchant en fait de l'œuvre de Kader Attia que l'on saisit cette fois toute son actualité, parce que vous avez deviné qu'elle est composite, cette œuvre, et en fait elle est effectivement composée d'un réemploi de l'imagerie journalistique qui constitue une stratégie commune à d'autres artistes, on va le voir. Pour le dire autrement, là on a les trois termes que j'essayais de définir en introduction. Par le biais de l'imaginaire, une iconographie historique est convoquée et simultanément est intégrée à cette iconographie historique une imagerie présente, contemporaine, qui relève du photojournalisme, cette fois ici. Alors on n'a pas tout à fait fini avec le tableau de Géricault, qui a fait l'objet, je le disais, d'innombrables copies, comme celle-ci, cette fois au fusain, par l'artiste états-unien Robert Longo. Et apparemment, on sort, c'est un peu hors sujet, vous le comprenez, puisque ça ne fait pas du tout référence ici aux migrants, sauf qu'à la même période, Robert Longo va réaliser lui aussi toute une série de fusains qui sont en très grand format et qui sont des reprises de photographies d'actualité prises par des photoreporters embarqués, soit sur des navires, soit dans des hélicoptères. Et j'attire votre attention sur le fait que ce fusain fait 260 par 318 cm, donc c'est un très grand format ici. Le passage au noir et blanc et l'agrandissement de ces photographies d'actualité me paraissent témoigner de la volonté de Longo de monumentaliser des images qui sont vues souvent trop rapidement. Vous voyez, de créer à une très grande échelle. J'en montre un autre, là, qui fait 246 par 304 cette fois ici. Il y a deux aspects, l'agrandissement et le noir et blanc, donc, qui tendraient, vous le voyez, à monumentaliser des images en couleur d'actualité. Et puis il y a l'autre aspect, c'est que le fusain, par définition, c'est une technique laborieuse, surtout à cette échelle. Donc le temps de reproduction, la durée très longue de reproduction, de copie, s'oppose à l'instantanéité de la prise photographique. Et donc réinstaure, si vous voulez, une forme de durée et qui n'est pas forcément présente dans une image instantanée et photographique. On retrouve ce même procédé d'agrandissement chez l'artiste sud-africain William Kentridge, que peut-être vous connaissez, sur une échelle plus monumentale encore. Alors ça, c'est une aquatinte sur papier qui correspond à des projets d'esquisse. Alors chaque dessin avait un nom particulier. Ici, réfugié, vous ne trouverez pas d'autre monde, en anglais. Et en fait, ça s'intégrait dans un projet beaucoup plus vaste que certains ont peut-être vu sur une échelle très très grande. Donc là, ça fait à peu près 20 mètres de haut. Ici, c'est pas complètement évident. Ça faisait partie d'un projet de William Kentridge à Rome en 2016 qui s'intitulait Triomphe et Lamentation. C'était une frise de 500 mètres de long sur les bords les rives du Tibre, dans le quartier du Trastevere à Rome ici. Et c'était aussi une technique de pochoir, mais inverse de celle de Banksy. C'est-à-dire que, en fait, ici, les parties. Alors, je vais voir moi aussi si ça fonctionne. Il faut que j'appuie sur quel truc? Celui-là. Ah oui, ça fonctionne. Ici. Les parties noires, ici, correspondent aux parties polluées. Et en fait, c'est au Karcher qui est enlevé. C'est décapé, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, ça va. Okay. C'est décapé, ce qui veut dire aussi que, eh bien, depuis, ça a été recouvert par la pollution. C'est une technique qu'utilisent des graffeurs dans pas mal de pays parce que, par conséquent, ils ne peuvent pas être arrêtés pour dégradation de biens publics. Ils nettoient, ils ne dégradent pas. Donc c'est pas mal comme technique ici. Cette œuvre, donc, Triomphe et Lamentation, elle visait à restituer l'histoire de Rome de l'Antiquité à nos jours, en y intégrant aussi bien, par conséquent, ce qui s'apparente au triomphe de Rome que ce sur quoi il convient de se lamenter. Et au cœur d'une des cités, Rome, qui a façonné pendant des siècles l'espace méditerranéen ici.
Un élément donc commun à la plupart de ces artistes qui représentent la migration en Méditerranée, c'est cette inscription, je crois, dans l'espace public ici, et leur caractère, comme chez Banksy ou ici chez Kentridge, éphémère. Mais le plus éphémère encore serait la performance. Donc elle est éphémère en tant que performance, elle est beaucoup plus durable en tant qu'elle est en général filmée et donc archivée de cette manière-là. Là, c'est une performance de Marcos Ávila Forero qui s'intitule Cayuco, Sillage, Oujda, Melilla, entreprise en 2012, donc entre la ville marocaine d'Oujda et l'enclave espagnole de Melilla, qui est revenue dans l'actualité dramatique la semaine dernière, et qui, Marcos Ávila Forero, réalise une réplique d'un cayuco, donc le nom de ces frêles esquifs que l'on utilise pour traverser clandestinement le détroit de Gibraltar. Il la réalise en plâtre et il la tire derrière lui tout le long, si vous voulez, de la frontière de l'enclave ici, ce qui fait que le plâtre se délite sur le bitume et laisse une trace qui est aussi éphémère sur le sol qu'un sillage dans la mer précisément. Avec l'idée, vous le voyez là, de créer une trace et de donner une visibilité à quelque chose qui n'en a pas directement. Je reviendrai tout à l'heure d'ailleurs sur le fait que l'on regarde davantage les bateaux que les murs. Ici et là, il y a presque une confrontation entre ce bateau qui est encore une fois balisé historiquement et le mur qui l'est beaucoup moins. J'y viens dans un instant. Ávila Forero en fait s'inspire ici d'une performance qui est restée célèbre en art contemporain, qui est celle de l'artiste belge Francis Alice à Jérusalem. En 2004, il avait parcouru à pied la ville de Jérusalem avec avec plein de pots en réalité, mais un pot percé de peinture verte pour le long du tracé de la ligne verte de 1967. Et donc, depuis cette performance de Green Line de Francis Alice, eh bien, on trouve beaucoup de déclinaisons de cette manière-là. Francis Alice avait aussi poussé un bloc de glace sur le sol jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Alice donc, est un artiste belge qui vit et travaille au Mexique depuis les années 1980, a réalisé en 2006-2008 une performance lui aussi en proposant à des enfants des deux rives du détroit de Gibraltar, donc côté espagnol et côté marocain, de lancer simultanément dans les vagues une file de bateaux chaussures, donc la chaussure étant une sorte de coque-quille et puis surmontée d'une voile, afin de voir quand les uns et les autres finiraient ou non par se rencontrer ici. Et ce sont des vidéos assez impressionnantes qui sont en split screen, en écran séparé, et avec une véritable immersion dans l'eau. C'est-à-dire les enfants vont très loin en fait dans la mer avant de jeter leur bateau des deux côtés ici. Ces bateaux ressemblent à ça. Vous voyez, des bateaux chaussures qui reproduisent là aussi sur un mode enfantin les navires très précaires qu'empruntent les migrants en Méditerranée ici. Dans l'exposition dont cette photographie est tirée en 2021 de la galerie parisienne David Zwirner, ces vidéos et installations s'intégraient en fait à un ensemble beaucoup plus large qui comprenait notamment des tables sur lesquelles l'artiste avait disposé ses propres dessins aux côtés de coupures de presse qu'il avait manifestement pas choisies par hasard, puisque vous voyez qu'ici, il reprend une photographie que je montre dans un instant, mais qui est devenue très célèbre en 2014, mais il a choisi de la piocher dans le quotidien québécois, Le Devoir. Et donc, naturellement, cet effet de télescopage ou de montage renforce la vision que l'on a là. La photographie, elle est de Massimo Sestini et elle s'intégrait justement dans l'opération Mare Nostrum. Sestini était embarqué dans un hélicoptère de la marine italienne et il a réalisé la photographie que vous voyez ici d'une embarcation de migrants au large de la Libye qui ont été sauvés quant à eux. Francis Alice fait donc cohabiter des images documentaires qu'on pourrait apparenter à des présentations avec des représentations imaginaires, mais informées par ces documents. C'est-à-dire que imagerie et imaginaire coexistent ici. Ce que l'on voit moins peut-être, c'est l'influence d'une éventuelle iconographie historique, à part un thème iconographique qui est très présent chez les primitifs italiens et flamands notamment, c'est le Saint-Christophe qui traverse
les deux rives. Christophe, littéralement, c'est celui qui porte le Christ, Christophoros. Et donc, on aurait là, sur un mode très enfantin, une sorte de nouveau Saint-Christophe actualisé. Mais ce qui est plus évident chez Alice, c'est l'usage des cartes. Il faudrait d'ailleurs considérer que l'image cartographique constitue une autre catégorie d'image qui n'est pas de l'imagerie, qui n'est pas de l'imaginaire, qui n'est pas de l'iconographie, mais qui est extrêmement mobilisée par les artistes pour rendre compte des migrations en Méditerranée ici. C'est ce qui explique son usage récurrent dans un très grand nombre de dispositifs artistiques, des dispositifs qui s'apparentent à ce que le philosophe Frédéric Pouyaud a appelé en 2020 des représentations factuelles. C'est-à-dire il y a un élément de représentation, mais avec une racine documentaire qui fait qu'on peut parler de représentation factuelle ici. Ici, l'artiste franco-marocaine Boukra Khalili a filmé et s'est entretenue avec des migrants qu'elle a filmés et qui indiquent sur des cartes, au moyen d'un crayon, leur pérégrination au travers de la Méditerranée. La carte devient ainsi le support de la documentation de la réalité et simultanément d'une représentation de cette réalité dans laquelle entrent nécessairement des souvenirs personnels qui excèdent le cadre imparti par l'image cartographique. On n'est pas loin de ce que l'on appelle parfois une géographie personnelle ici, mais dans un usage, vous le voyez, systématisé ici. Cette restitution d'une géographie personnelle prend cette fois chez l'artiste sud-africaine Senzeni Marasela la forme d'une recréation dans un lieu qu'elle découvre, en l'occurrence le Campo San Giacomo d'Alorio à Venise, et elle fait découvrir simultanément à ses habitants ce lieu en définissant à la craie, vous voyez, des espaces temporaires de cohabitation et de rencontre. Donc elle pose ses bagages, vous le voyez, elle dessine des lieux et elle s'entretient avec les gens sur place de cette manière-là. L'intérêt, me semble-t-il, de cette performance par rapport à toutes les propositions que je vous ai montrées jusqu'à présent me semble résider dans le fait qu'elle donne à voir un corps que Senzeni Marasela définit elle-même comme potentiellement migrant en tant que sud-africaine. Un corps, mais aussi un visage. Parce qu'il y a un problème qui n'est pas tout à fait résolu à mon sens, c'est que les artistes contemporains éprouvent manifestement une certaine appréhension, je le disais tout à l'heure, à représenter les migrants dont ils évoquent le sort, autrement qu'en les rendant en partie abstraits. Ils éprouvent une difficulté à les montrer en tant qu'individus, avec un visage et avec une volonté et avec une épaisseur biographique. J'y reviens ici. C'est un paradoxe, si l'on songe que nombre de ces artistes entendent précisément répliquer à une imagerie journalistique où les corps et les visages abondent certes, mais dont l'abondance, justement, tend à la massification plutôt qu'à l'individualisation. C'est tout particulièrement le cas, me semble-t-il, pour des représentations dont le motif n'est pas le bateau, justement, mais le mur. C'est un motif qui est bien plus présent en Amérique qu'en Méditerranée, pour des raisons à la fois évidentes et discutables. D'une certaine manière, nos cadres collectifs imaginaires sont mieux préparés, je le disais, à voir des naufragés que des hommes escaladant des murs. Dans ce dernier cas, dans le cas d'hommes escaladant des murs, il y a une forme de spectacularisation de la frontière qui renvoie à toute une imagerie de l'invasion, de l'assaut, voire du siège. Et cette imagerie joue à plein. Pourtant, dans les deux cas, cette imagerie, elle est produite par le fait d'élever de tels obstacles, c'est-à-dire que la spectacularisation de la frontière est délibérée. Qu'il s'agisse donc de construire des murs, ou bien de penser la mer entre les deux terres qu'est la Méditerranée par définition, comme un mur naturel, comme un obstacle naturel. C'est cette position que défendent et démontrent les membres du groupe Forensic Océanographie, Charles Seller et Lorenzo Pezzani, qui sont architectes et artistes. Alors, le Forensic Océanographie, c'est un collectif d'artistes et de militants basés à Londres qui analyse les données disponibles d'un certain nombre de naufrages afin d'engager d'éventuelles poursuites judiciaires ensuite. Leur propos est assez simple. La Méditerranée est actuellement en Europe l'espace européen
le plus surveillé et simultanément le plus mortifère. Et donc il y a là un paradoxe qu'il s'agit non seulement de mettre en évidence, mais de présenter devant les tribunaux également. Ça veut dire que le nombre de morts ne s'explique pas par négligence, ne s'explique pas parce qu'on ne sait pas qu'il y a des gens en péril en Méditerranée. Il s'explique plus clairement par une négligence qui est organisée, qui vise à laisser mourir, voire à faire mourir ceux qui s'y trouvent en détresse. Alors on comprend qu'on situe là la limite de ce qu'on considère ordinairement comme de l'art. C'est une réflexion qui, à mon sens, dépasse un peu le cadre de mon intervention d'aujourd'hui, mais qui mériterait cependant d'être approfondie. Ce serait celle de se demander dans quelle mesure la crise migratoire en Méditerranée redéfinit les contours de l'action artistique. C'est-à-dire, est-ce qu'un événement comme celui-ci, mais je vais revenir sur cette notion d'événement en conclusion, eh bien, ne nous oblige pas à repenser ce qu'est une œuvre d'art, à repenser ce qu'est un artiste socialement, et à repenser ce qu'on appellerait la juridiction de l'artiste sur cette réalité, puisqu'il en est à minima le témoin aujourd'hui. Alors c'est une question que manifestement beaucoup d'artistes que je viens de présenter se sont posées, mais que se posent aussi les cartographes, j'y reviens, en particulier Philippe Rekasevitz. Il s'est rendu compte, donc c'est un cartographe célèbre dans le milieu des cartographes, notamment celui qui a dirigé pendant des décennies l'atelier de cartographie du monde diplomatique, et dont on se sert beaucoup de ces cartes, y compris dans un certain nombre de manuels scolaires. Et il s'est rendu compte que c'était plus possible pour lui d'utiliser les moyens techniques traditionnels de représentation des migrations en Europe, et il lui fallait revenir à des moyens plus archaïques, plus personnalisé, un peu comme Robert Longo revient au fusain par opposition à la photographie. Et en l'occurrence, pour Rekasevitz, il s'agissait de travailler à la main, justement, ces cartes-là. C'était le seul moyen, à ses yeux, de rester objectif et documentaire, scientifique, tout en laissant deviner sa colère, parce que Philippe Rekasevitz qualifie ces cartes de cartes en colère. Comment on montre, comment le cartographe laisse voir qu'il est en colère quand il fait une carte ici. Ça aboutit aussi à quelque chose que j'ai évoqué un peu rapidement peut-être depuis tout à l'heure. Ça aboutit aussi à l'idée que cette carte-là produit ce qu'on pourrait appeler une contre-carte, une contre-vision. Pour vous en convaincre, je n'ai pas donné d'exemple, mais il vous suffit de regarder les cartes que produit l'agence européenne Frontex pour voir où se loge le fait qu'ici, il s'agit d'une contre-vision de ce que sont les migrations en Europe en général et en Méditerranée en particulier ici. Alors je vais un peu vite, mais on aura le temps de discuter de tout ça parce que je crois qu'il y a beaucoup d'éléments, mais je vais revenir pour conclure sur quelques-uns des points que j'ai mentionnés dans cette intervention. Le premier, ça concerne la question de la visibilité, donc la visibilité qu'essaye de restituer Rekasevitz dans ces cas. Parce qu'on se trouve en fait dans une situation paradoxale, à la fois d'hyper-visibilité des flux migratoires et de sous-visibilité, voire d'invisibilité des migrants eux-mêmes, que ce soit dans les espaces médiatiques, policiers, judiciaires ou humanitaires, par exemple. La tentative des artistes contemporains d'élaborer une vision juste, une visibilité juste de ces migrations doit être envisagée, à mon sens, dans ce contexte de paradoxe entre hypervisibilité et invisibilité. Ça m'amène à mon deuxième point sur les modes de représentation que l'on vient de voir. Il me semble que la plupart d'entre eux oscillent très souvent entre ce qu'on pourrait appeler une représentation latérale de la situation en question et une représentation littérale, cette fois, de la situation ici. Représentation latérale, c'est assez simple, ce seraient des moyens de représentation traditionnels qui passent par le recours à la métaphore, à la métonymie notamment, par la traduction d'une situation donnée dans un médium artistique reconnu, du type l'huile sur toile ou le fusain sur papier. Là où la représentation littérale, eh bien, ce serait le fait d'installer une épave, par exemple, sur un lieu d'art contemporain. Enfin, et c'est le troisième point,
c'est celui par lequel j'ai commencé, la question de la représentation reste mêlée, je crois, d'appréhension, pour une raison à la fois évidente et un peu complexe par laquelle je voudrais terminer. Pourquoi ces artistes appréhendent de représenter cette situation ? L'une des raisons, c'est que cette situation dure, que cette situation ne fait pas événement, quand bien même les drames se produisent avec une régularité effrayante. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait que cette situation dure toujours, qu'elle dure encore, place les artistes dans une position qui ne leur permet pas d'avoir du recul, de la distance, pas plus à eux qu'à nous d'ailleurs. Pourquoi il y a eu une inflation des représentations à partir de 2015 ? C'est notamment dû à la publication massive dans tous les médias internationaux de la photographie du petit Alan Kurdi décédé sur la plage de Bodrum en septembre 2015. Ça aurait dû tout changer. Et ça n'a rien changé. Et d'un point de vue, disons, politique, institutionnel, ça n'a fait qu'empirer. Autrement dit, les artistes ne peuvent pas dire « nous peignons, nous créons » d'après quelque chose qui s'est passé. Ils peignent au milieu, ils créent au milieu de quelque chose qui se passe. Cette situation, elle a donc quelque chose d'à la fois inextricable et intolérable, et les faits qui devraient se dérouler ne devraient pas se dérouler ainsi. Ça, on peut tous en être d'accord. D'un point de vue historique, ils devraient même appartenir au passé, or ils sont notre présent aujourd'hui. Le fait que les artistes contemporains soient tentés, d'une manière ou d'une autre, de convoquer le passé, justement, le passé méditerranéen commun avec la notion de Mare Nostrum, ou le passé iconographique avec le radeau de la Méduse, peut être interprété comme un indice ambivalent de cette situation. D'un côté, il signale que cela devrait appartenir au passé, de l'autre que ce passé trouve une nouvelle actualité qui rend notre époque assez étouffante sous ce rapport-là. Dans ces conditions, il n'est pas, je crois, anecdotique de continuer à se demander dans quelle mesure la poétisation du réel s'avère ou non plus efficace que la confrontation avec le réel. Alors, je ne saurais pas répondre personnellement à ce dilemme, mais je peux dire que l'une comme l'autre attitude apparaît aujourd'hui à la fois éminemment nécessaire et évidemment insuffisante. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'ai quelques références bibliographiques que je peux vous donner en suivant si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Oui, absolument. Si vous voulez, juste avant qu'il y ait des questions, je vous signale juste quelques ouvrages. Peut-être, comme ça vous pouvez... alors ça, c'est très bien. C'est des préférences plutôt récentes. L'Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours, qui donne justement une profondeur historique à la notion même de migration en Méditerranée, avec des exemples que personnellement je trouve assez passionnants et stupéfiants, qui consistent notamment à retracer d'où provenaient les artisans du sanctuaire de Delphes, au moment de sa construction. Donc il y a les archives, les marques sur les tailleurs de pierre, ou qui est venu construire, d'où venaient les constructeurs de la cathédrale de Tarragone. Personnellement, moi, ça me passionne. Donc il y a plein de choses comme ça, et puis ça aborde des questions beaucoup plus récentes également. Et si vous lisez l'anglais, à mon sens, c'est vraiment l'ouvrage le plus passionnant sur les relations justement entre art et migration de Henrik Petersen. C'est très très fin comme analyse, mais ça n'est pas traduit en français ici. Pour une vision générale, je crois, de ces questions-là, le Collège de France avait organisé les fameux actes de colloques que vous évoquiez tout à l'heure et qui sont en effet riches ici, dirigés par Patrick Boucheron, auquel j'emprunte notamment la difficulté, puisque c'est ce qu'il écrit dans la conclusion de ces actes, le défaut de représentation qui nous frappe dans la question des migrations actuelles ici. Également de Camille Schmoll, qui est un texte qui à la fois permet de faire le point général sur la situation actuelle, mais en ayant une focalisation particulière sur les destins des femmes
migrantes actuelles. Donc c'est à la fois un terrain qu'elle a fait avec des entretiens, principalement en Italie et à Malte, et à la fois une réflexion de type essai plus large ici, qui est assez passionnant. Alors évidemment, pour lire tous ces textes, il faut quand même s'accrocher un peu en termes, je veux dire par là, émotionnels. C'est plus encore le cas pour Naufragés sans visage, donner un nom aux victimes de la Méditerranée, de Cristina Cataneo, qui, à mon sens, est vraiment exemplaire comme livre. C'est la directrice du Labanov, de ce laboratoire de médecine légale de Milan, qui un jour, dans les années 2010, se dit mais comment ça se fait que nous soyons mobilisés, et tant mieux, que nous soyons mobilisés sur un crash aérien pour identifier toutes les victimes d'un crash aérien, mais jamais pour un naufrage de migrants en Méditerranée, alors même qu'ils sont sollicités, c'est-à-dire les familles sollicitent les services de l'État italien pour l'identification des victimes. Donc elle raconte tout ce projet-là, toute l'infrastructure qu'elle met en place, les soutiens et les oppositions qu'elle rencontre, et puis elle s'intéresse en particulier à ce naufrage du Barcone d'avril 2015 ici. Et je signale vraiment pour finir qu'une journaliste finlandaise, mais qui vit en France depuis très très longtemps, a elle aussi écrit un ouvrage sur ce naufrage en particulier, avec là aussi la volonté de rendre une sorte d'épaisseur biographique aux victimes du naufrage du Barcone en question, de Taina Tervonen. Voilà, mais voilà, donc vous avez peut-être des questions. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence sur un sujet essentiel. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous avez trop froid. Oui. Pardon, vous m'entendez ? Moi, je suis professeure de littérature. Durant toute votre intervention, j'ai pensé à quelque chose qui revient sans cesse dans la bouche des étudiants. Eldorado de Laurent Godet, qui a un roman qui reprend tout ça. C'est-à-dire que je me suis dit, on était sur les arts du visuel, le lien aussi avec les médias et avec la réalité. Et il y a les mêmes questions qui reviennent. Enfin, plus vous parliez, plus les mêmes questions me revenaient constamment, notamment les questions finales sur la poétisation du réel. Va-t-elle apporter quelque chose ? Alors, je pense que ça apporte une prise de conscience, déjà. Oui, absolument. Et après, pour aller plus loin, effectivement, c'est complexe. Effectivement, mais c'est intéressant que vous fassiez référence à cela, parce que vous connaissez sans doute le petit documentaire de Yolande Moreau. Oui. Voilà, et qui commence précisément par un plan fixe sur quelqu'un qui explique son parcours sur une carte d'Europe. Et donc ça renvoie à ce qu'a fait Boukra Khalili dans les années 2010, mais évidemment le texte aussi renvoie à ces réflexions-là. Oui, ne serait-ce que le titre aussi qui renvoie aussi à un passé plus lointain. J'avais une autre question aussi à faire. Vous avez travaillé plutôt sur la thématique des migrants. Je discutais avec Edwidge tout à l'heure sur l'esprit critique. Et je me suis dit qu'effectivement, on a tendance à lier l'esprit critique aux médias. On voit bien le lien qu'il y a dans votre intervention entre les médias et l'art. Et en fait, je me dis, est-ce que l'art ne pourrait pas être quelque chose permettant de développer l'esprit critique, comme vous l'avez fait ? Enfin, ça m'intéresse vraiment de pouvoir travailler cette autre entrée qui serait développer l'esprit critique par l'art plutôt que par les médias, puisque c'est très consensuel de passer, de mettre ensemble l'esprit critique égale média. Voilà. Oui. Non, mais enfin, loin de moi l'idée de. Donc, si vous avez des pistes de réflexion à nous apporter complémentaires, oui, je prends. Non, mais je tiens tout de même à dire que la prise de conscience que vous évoquiez, elle est venue d'abord des médias, avant de devenir des artistes. Donc, il ne s'agit absolument pas de jeter la pierre aux médias là-dessus. Il s'agit simplement de considérer que le temps médiatique favorise justement la reconduction d'une imagerie qui est plus aisément consommable et compréhensible. Il faut des cadres pour comprendre ce qui se passe. Et c'est très compliqué de comprendre pourquoi 2000 jeunes hommes sautent sur des barbelés, et que c'est plus simple de renvoyer cela à l'imaginaire de l'assaut d'un château fort ou d'une forteresse. Ce qui me semble assez passionnant dans le rapport que les artistes entretiennent avec les images médiatiques, c'est l'idée de contretemps.
C'est-à-dire qu'ils sont à contretemps de l'actualité. Et ce contretemps va leur ménager un espace qui est un espace qu'on pourrait définir comme utopique. Hope de Adel Abdesemet, c'est une utopie quelque part. Et cet espace à côté de la société, à contretemps de la société, c'est un espace de gestation critique. C'est-à-dire c'est de là que l'on peut revenir à la société informé de quelque chose de critique et qui ne serait pas de l'ordre de la critique immédiate ici. Et, oui, je ne sais pas si ça vous aide. Ok. Oui, c'est bien si c'est... je voulais juste réagir à cette question de pensée critique et de construction effectivement de l'esprit critique en milieu scolaire ou dans le cadre de la formation des enseignants. Éducation aux médias et à l'information, donc l'EMI dans le système scolaire. En fait, c'est un levier, il suffit de prendre médias comme pluriel de médium, au sens effectivement anthropologique, un médium, voilà, un support matériel dans lequel les images s'incarnent, pour avoir un levier pour connecter justement photojournalisme et art contemporain, par exemple, ou effectivement aborder la question du sensible dans la réception, voilà, et puis l'exposition artistique de l'espace de l'art est un médium. Enfin, voilà, on a un levier essentiel pour faire en sorte que justement l'EMI ne soit pas uniquement dévolu à un certain type d'approche, et où justement les pratiques contemporaines interconnectent médias sociaux. Ça, c'est quand même une visibilité qui est donnée, pensez effectivement aux images des migrants échoués sur les plages, etc., qu'on voit, qui sont virales, avec effectivement le travail de reprise par des artistes qui n'est pas nouveau, hein, Pascal Convert l'a fait avec la Madone de Bentalha, ou avec cette photo d'Ossin Zaourar. Bon, enfin, voilà. Donc il y a un vrai levier pour justement faire en sorte qu'on interconnecte EMI en fait, et enseignement aussi, et formation autour des arts visuels, des arts plastiques. Je vous en prie. Ce que j'ai apprécié là et qui est une forme de levier pour moi, c'est que votre recherche, j'ai trouvé que c'était une forme de médiation. Ah, ça c'est peut-être que j'ai un défaut de guide conférencier national, qui est un autre parti. Dans le bon sens, quoi. Oui, oui. Entre deux ah non, mais la mondes. médiation, pour moi, ça me va très bien. Non, mais quelque chose entre deux mondes qui se situe, entre l'utopie et justement le réel ou le fait réel, quoi. Enfin, ça rejoint un peu ce que disait mon collègue, mais autrement. Mais je l'ai vraiment apprécié pour ça. Merci beaucoup, mais ça me permet simplement d'ajouter qu'effectivement, la dimension critique que l'on évoquait, elle ne peut pas se faire en envisageant l'espace artistique seul. Il faut comprendre que cet espace artistique est critique parce qu'il dialogue avec les images médiatiques que vous évoquez. Et je crois que ça rend aussi, en termes d'esprit critique, puisque je suis historien d'art et là ça m'intéresse beaucoup, ce qui me frappe beaucoup dans un certain nombre d'images médiatiques, c'est qu'elles peuvent être vite prises, mais surtout elles sont vite regardées, alors qu'il suffirait de s'arrêter un peu pour avoir une foule d'indices. Je veux dire que l'analyse classique d'un tableau en histoire de l'art, c'est ça, c'est s'arrêter très longtemps sur une œuvre pour voir tout ce que l'artiste y a mis, tout ce que le photographe y a mis. Ça mérite aussi de s'y arrêter davantage. Oui. Moi, j'ai une remarque d'abord, c'est que j'ai beaucoup apprécié votre intervention, en particulier parce qu'elle a provoqué en moi de l'émotion. Alors que c'est un exposé universitaire qui pourrait être vu comme un exposé froid. Il y a de l'émotion derrière. Et puis j'ai une question à vous poser. Je connais personnellement un grand artiste algérien, d'origine algérienne, qui a lancé un projet. Et je voulais avoir, d'abord, est-ce que vous le connaissez? C'est Rachid Kouraïchi. Oui, bien sûr. Et surtout, est-ce que vous avez une appréciation de ce projet? Le projet a consisté un jour à aller voir la municipalité de Zarzis en Tunisie et à leur dire qu'il a appris que des centaines de réfugiés, donc de cadavres, arrivaient par le courant, donc de la Libye vers Zarzis, et donc il fallait faire quelque chose. Alors on lui a dit qu'ils sont dans des fosses communes. Et il a trouvé que c'était scandaleux.
Et donc il a dit qu'il voulait faire un projet qu'il a appelé le Jardin d'Afrique, où il allait enterrer ces naufragés, mais les enterrer de telle sorte que la mémoire reste pour leurs parents éventuellement plus tard, en demandant à des spécialistes en Tunisie d'établir l'ADN de chaque cadavre. Et c'est ce qu'il a fait, et le projet a été réalisé, a été inauguré par le directeur général de l'UNESCO, Madame Azoulay, et actuellement, il continue à avoir beaucoup de publicité dans les médias. Est-ce que vous avez une opinion de spécialiste dans ce domaine? Mais je ne lui dirai rien de spécial, hein, parce que je le connais personnellement. Non, mais... Il ne faut pas provoquer les artistes. Hein. Voilà, pour situer un peu, vous faites très très bien de mentionner Rachid Koraïchi, parce que pour plein de raisons qui ont à voir quand même avec votre propre présentation, parce que c'est un calligraphe extraordinaire et qu'il n'a jamais osé... passer à certaines formes de figuration, même s'il y a de la calligraphie anthropomorphe chez Koraïchi. C'est un artiste algérien, mais installé depuis très longtemps en Tunisie. Et Zarcis et en France. Et en France, absolument. Et en France. Et oui, j'ai appris il y a quelque temps l'existence de ce projet-là qui a été effectivement mené à bien. Et je pense que c'est exactement, de manière très très différente, la même démarche que Buchel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une des particularités, et ça il faut quand même le dire, c'est que les morts en Méditerranée, les obsèques sont payées par les lieux où ils sont morts. Donc en Espagne, par exemple, il y a des toutes petites municipalités, comme celle de Zarcis en Tunisie, qui n'ont pas un sou, mais qui vont se faire un devoir d'enterrer correctement les gens qu'ils découvrent, mais aux frais de la municipalité et avec les petites bonnes du curé, là pour le coup, qui viennent mettre des fleurs sur place et entretenir les fleurs. Son nom va m'échapper, mais il y a une anthropologue qui a fait un travail, Kobelinski, un travail en Méditerranée justement sur ces questions-là. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a jamais prévu de prendre en charge ces morts-là et ne compte pas les prendre en charge. Et donc ce que fait Koraïchi, en prenant à sa propre charge la création de ce cimetière, eh bien, c'est une reprise par la société des carences de l'État à ce niveau-là. Et je suis à la fois très heureux que Madame Azoulay ait inauguré ce lieu-là et très surpris aussi qu'il faille une initiative privée pour une reconnaissance publique et que ça ne s'accompagne pas d'une prise en compte beaucoup plus large. La particularité de Zarcis, c'était que Zarcis était la première municipalité en Tunisie qui avait déjà commencé à prendre en charge à ses propres frais, là aussi, les enterrements. Et puis c'est tout près de la Libye. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question très candide. Vous avez noté dans votre conclusion notamment que c'est une situation qui dure, qui ne fait pas événement et qui questionne les artistes et joue peut-être dans leur questionnement sur la représentation, la présentation, etc. Et donc vraiment question candide, je me disais, est-ce qu'il y a un autre moment où on peut retrouver cette tension entre situation qui dure, qui ne fait pas événement, et travail d'artiste? Je ne saurais pas trop dire parce que on est plus habitué en histoire de l'art à travailler sur des liens entre œuvres et événements, mais événements révolus. En tout cas, moi, c'est ma formation et ma thèse, pour ne rien vous cacher, portée sur la mémoire d'Auschwitz dans l'art contemporain. Et Auschwitz est révolu, donc on peut parler d'un art d'après Auschwitz à tous égards, mais pas, il n'y a aucun point de comparaison, qu'on comprenne bien ce que je suis en train de dire. J'interviens demain à l'université d'été du mémorial de la Shoah, donc je fais les deux universités d'été. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun point de comparaison évidemment entre cette situation passée et la situation que nous vivons maintenant. Ce qui est vrai, c'est que c'est une situation qui connaît des événements, mais ces événements ne rompent pas cette situation. Et donc on est dans une espèce de temps monstrueux, comme disait Jean Kelevitch. Il y a quelque chose de monstrueux dans ce temps-là. Normalement, la mort d'un petit enfant dans ces conditions-là devrait tout arrêter. Et elle n'a rien arrêté. Normalement, le fait d'exposer un barcone où sont morts 800 personnes à Venise aurait dû tout changer. Et ça n'a fait qu'empirer. Parce que la situation actuelle, aujourd'hui, la situation réelle, c'est que les gens meurent en Méditerranée, mais ces naufrages-là sont sans témoins.
Et ces gens-là disparaissent en Méditerranée, puisque non seulement il n'y a plus d'opérations institutionnelles, mais que les initiatives privées sont dissuadées, à tous égards. Donc, le paradoxe assez affreux, que je ne suis pas très heureux de terminer là-dessus, mais le paradoxe assez affreux, c'est que Christophe Burrell a été en mesure de montrer cette épave, et qu'il ne serait peut-être pas en mesure aujourd'hui de montrer la même épave avec le même nombre de morts, parce que ni vous ni moi ne le saurions. Et là, il y a une sorte d'abîme, pour ne rien dire, qui s'ouvre devant nous, qu'il faudrait quand même penser très sérieusement. Ah, il y a une autre question qui est peut-être un peu moins affreuse. Une question-remarque qui va encore alourdir l'atmosphère, je suis désolée. Je pensais que vous alliez. Voilà. Non. C'est vrai qu'en vous écoutant depuis tout à l'heure aussi, et justement sur ce questionnement sur que peut l'art, finalement, pour jouer ce rôle-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Bertrand Latour et à toutes ces interrogations, alors dans un tout autre domaine bien sûr, que celui du vivant, quoi, qui a beaucoup essayé, qui a beaucoup compté sur cet art et espéré. Et il me semble justement que dans un de ses derniers ouvrages, il se rend compte de plus en plus de la difficulté que les choses ne changent pas. Bon. Et il nous invite à s'interroger sur comment les gens finalement sont équipés intellectuellement, culturellement, pour véritablement être en situation de pouvoir faire que les choses changent, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que oui, vous aussi, vous pensez que c'est possible d'établir comme ça des parallèles? Je pense qu'il est possible que les choses changent. Oui. On a vu très récemment qu'il était absolument inconcevable pour la France d'accueillir 10 000 Syriens et qu'il est tout à fait normal d'accueillir 100 000 Ukrainiens. Donc les choses peuvent changer très vite, et tant mieux. Et on en est heureux pour les Ukrainiens, et on est heureux qu'un pays qui est en train de construire un mur soit le pays à l'heure actuelle qui a le plus de réfugiés en Europe. Je parle de la Pologne. On en est heureux. Les choses peuvent changer très très vite. C'est ça qui est assez frappant aujourd'hui. En tout cas pour les gens qui traversent la Méditerranée, elles n'ont pas changé, et encore une fois, elles ont empiré. Et ça, je pense que c'est une vraie réflexion beaucoup plus large à mener. Comment se fait-il que sur certaines choses, on ne soit pas des... C'est même pas qu'on croit au progrès ou pas, c'est qu'on croit au regret ou pas. Ou on admet qu'il y a une régression. Voilà. Je pense qu'Abdelmalek Sayad aujourd'hui serait terrifié. Et il n'était déjà pas tellement rassuré dans les années 90. Voilà, on a bien allégé l'atmosphère. Merci beaucoup en tout cas. Merci.